Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints si nombreux ce soir pour ce live, cette émission en live dont le but est de vous parler d'un projet qui tient à cœur d'apaiser depuis maintenant presque 3 ans et qui a abouti à un livre qui s'appelle Vivre avec la syringomyélie et le chiari. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits, plus de 100 personnes sont déjà inscrites et vous êtes très nombreux aussi à avoir posé des questions. Ce soir, nous allons vous parler de ce livre et pour cela, je vais vous présenter les personnes qui m'accompagnent sur ce plateau. Et tout d'abord, bonsoir, professeur Parker. Donc Fabrice Parker est coordonnateur du centre de référence. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire pourquoi tu as accepté de nous soutenir sur ce projet ? En fait, ça m'est apparu comme une évidence. D'abord pour des raisons amicales, ensuite parce qu'on travaille depuis très longtemps avec vous sur ce groupe de maladies. Ensuite, c'était une demande qui s'adressait à un neurochirurgien impliqué de longue date dans ce groupe de maladies chiari-syringomyélie. Et c'est l'occasion de rappeler que tous les services de neurochirurgie des centres hospitaliers et hospitalo-universitaires en France, dans les différentes interrégions, sont très impliqués dans la prise en charge de ces maladies. Donc c'est à ce titre-là que j'ai répondu favorablement, mais aussi parce que, vous le savez, en consultation, on n'a pas toujours autant de temps que ce que l'on souhaiterait et qu'au fond, les questions parfois les plus intimes ou les plus importantes, elles ne sont pas forcément abordées et que ce travail collectif permet de mettre en avant un certain nombre de points tout à fait essentiels. Et en fait, à la lecture du document, on se rend compte de l'importance de cette remontée d'informations extrêmement riches. Donc ça m'est apparu comme étant une évidence. Merci, merci professeur Parker de votre réponse. Alors, avant de poursuivre et de vous présenter les autres intervenants, vous pouvez poser vos questions et n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un numéro de SMS qui s'affiche en bas de votre écran. Continuez à poser les questions. Il y a en backstage, comme on dit, les membres du groupe de travail, tous des bénévoles d'Apaiser, Régine, Hélène et Sylvia, qui sont en train de les gérer et qui nous les passent au fur et à mesure. Donc, allez-y, toutes vos questions seront prises en compte. De toute façon, vous aurez des réponses à vos questions, même si elles ne sont pas gérées durant cette émission, toutes parce que l'émission ne fera qu'une heure. Sont sur le plateau également Gérard. Alors Gérard a fait partie du groupe de travail, Gérard Paco, qui est membre du conseil d'administration d'Apaiser. Gérard, peux-tu nous dire pourquoi tu as tenu à rejoindre ce groupe de travail ? Alors, dans mon cas, après une longue errance, on a détecté que j'avais une syringomyélie, donc je fais partie de ce groupe de travail. Lorsqu'on l'a détecté, je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas ce nom, je regardais un peu sur Internet, mais trop flou, et j'ai découvert l'association, et l'association m'a très vite apporté beaucoup d'informations, je veux dire plus que médicales, plus que la technique de la chirurgie ou des besoins ou de la maladie, sur ce que c'est, ce que ça avait comme contrainte, quel était l'avenir que j'allais avoir. Et progressivement, je me suis impliqué de plus en plus dans l'association jusqu'à participer à des réunions, des colloques et au bout d'un moment, proposer de faire partie du conseil d'administration. Merci Gérard. Et puis, pour terminer, je vais vous présenter Frédéric Piriou. Frédéric Piriou qui est consultant et qui nous a aidés parce qu'effectivement, c'est un travail très conséquent qui a été fait. Nous avions besoin d'aide. Donc Frédéric, veux-tu me dire d'abord pourquoi tu as accepté, toi, d'aller, alors que tu n'es ni médecin, ni soignant, ni psychologue, ni sociologue, ni log de rien du tout. Pourquoi tu as accepté de mener ce groupe de travail ? Déjà, merci de l'invitation et de l'opportunité de présenter ce travail sur lequel on a travaillé pendant 2 ans. Alors c'est vrai que moi, je ne viens pas du tout du milieu médical. Et puis j'avais pas non plus travaillé pour une association. Moi, mon travail à l'origine, c'est de travailler pour des collectivités ou des entreprises qui souhaitent connaître la vie VIE et la vie AVIS des gens lorsqu'il y a des grands projets, notamment sur des infrastructures, notamment sur des questions de développement urbain. Et donc moi, mon travail, c'est d'aller à la rencontre des personnes et de les écouter, puis de faire une synthèse de ce que vivent les gens et de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils redoutent, de ce qui pourrait arriver dans leur vie. Et c'est vrai qu'on s'est dit que ça collait assez
à ce que vous vouliez faire avec le vivre avec. Et donc pendant 1 an et demi, ça a été mon travail d'aller à la rencontre des patients, des malades, des personnes atteintes de Chiari, de syringomyélie, de leurs conjoints, de leurs aidants, de discuter avec eux, de les écouter et d'essayer de synthétiser au mieux ce qu'ils pouvaient vivre et comment cette maladie avait un impact dans leur vie quotidienne. Merci Frédéric. Tout à l'heure vont nous rejoindre également sur le plateau Dr Célia Crétol, qui est animatrice de la filière Neurosphinx. Neurosphinx, nous remercions puisque c'est eux qui nous accompagnent sur la communication de ce soir. Et c'est vraiment un organisme qui vraiment est important aussi à la fois pour les professionnels de santé qui sont dans les centres de maladies rares, elle vous expliquera ça tout à l'heure, mais aussi beaucoup pour les associations de patients. Et va nous rejoindre tout à l'heure aussi sur le plateau, Claire, qui a fait partie aussi du groupe de travail. Mais tout d'abord, Frédéric, peux-tu nous parler de cette étude et comment elle a été développée? Bien sûr, alors déjà on peut revenir sur les causes, sur pourquoi est-ce que vous avez voulu à PZSSC mener cette étude Vivre avec. Quand on a parlé la première fois, ce que vous m'aviez dit, c'est que finalement, vous connaissiez très bien, vous parliez très bien de la maladie et vous, votre travail, ça d'essayer de faire connaître, de faire comprendre cette maladie à différents publics, mais par contre, vous connaissiez assez peu les personnes qui en étaient atteintes, les malades eux-mêmes et les conditions dans lesquelles il et elle vivaient. Et donc l'objectif premier du Vivre avec, c'est de mieux connaître ces personnes, de mieux comprendre ce qu'elles vivent, avec plusieurs objectifs derrière. D'une part, de rompre leur isolement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des interlocuteurs, de parler de sa maladie. Là, en l'occurrence, on a offert plusieurs moyens à ces personnes de parler de leur maladie, que ce soit à nous qui recevions leurs réponses, mais aussi entre eux. Et puis c'est une façon pour l'association d'attirer l'attention, que ce soit des pouvoirs publics, mais aussi du corps médical, justement sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler. On peut penser par exemple aux répercussions financières de la maladie. Ce n'est pas des sujets dont on parle facilement avec son médecin. Donc là, c'est l'occasion d'en parler dans un livre. Et puis au-delà de ça, c'est d'alimenter la réflexion de votre association, puisque on a recueilli beaucoup d'informations, ce qui vous permet, vous, de travailler sur ces informations, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les exploite, et comment est-ce que ça peut alimenter notre réflexion pour créer des actions futures pour l'association APZ-SSC. Alors comment est-ce que ce projet il s'est passé? La première chose, c'est qu'on a mis en place un comité de pilotage composé de... J'ai plus le nombre en tête, 6 ou 7 personnes, je ne sais plus. En tout cas, c'était exclusivement des patients. Il y a eu un parti pris fort de votre part de ne pas avoir dans ce comité de pilotage de professionnels de santé. Alors c'est un choix qui peut se discuter, qui peut se respecter. L'intérêt de ce choix, c'est de ne pas avoir de rapport d'autorité ou en tout cas de sachant. C'est vrai que quand il y a un professionnel de santé dans un groupe, très souvent, consciemment ou inconsciemment, on a tendance à l'écouter et à lui faire confiance, alors que l'objectif, c'était justement là de ne pas avoir cette relation-là, que chacun, la parole de chacun pèse la même chose, et puis l'objectif aussi, c'était de recueillir la parole des patients. Donc c'est une étude faite par des patients, pour des patients, auprès des patients, qui ensuite va alimenter, on le verra sans doute ce soir, la réflexion des soignants, mais qui en tout cas, dans cette étape-là, n'a pas compris de soignants. Alors cette étude, elle s'est comportée en 2 phases. Une première phase quantitative. Alors c'était riche, on avait 300 questions à vous poser. Du coup, on l'a segmenté. Il y a eu 8 questionnaires qui ont été envoyés de façon progressive, 1 par semaine, sur une période de 3 mois. Et puis après avoir analysé les résultats de cette étude quantitative, le comité de pilotage a décidé des sujets qu'il voulait creuser, sur lesquels il voulait entendre votre expérience. Et donc, on a organisé une étude qualitative. Où il y a eu 13 entretiens de groupe qui ont été organisés en visioconférence.
Alors, je voudrais juste ajouter, par rapport à ce que vient de dire Frédéric, qu'il n'y avait pas de professionnel de santé, mais qu'il nous a été très précieux d'avoir un chef de projet, en quelque sorte, lui, qui n'était pas malade et qui a pu entendre ce que nous-mêmes malades, nous n'entendions pas. Et dès la première heure de travail, il nous a sorti 2 items que nous n'avions absolument pas entendus. Aucun d'entre nous, nous étions 8 à l'époque, et aucun d'entre nous n'avait entendu l'item qu'en fin de compte, il avait de la chance. Et tous, autour de la table, avaient dit « j'ai de la chance ». Et un autre item qui va faire plaisir à Fabrice Parker, tous vénéraient leur neurochirurgien. Voilà, en gros, c'est ce qui avait été, qui était retiré. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir quelqu'un qui menait ça et qui n'était pas professionnel de santé. C'est pour ça que nous avons fait le choix d'avoir un consultant complètement hors du champ dans lequel nous avions l'habitude d'évaluer. Voilà. Frédéric, je te redonne la parole. Alors, on rentrera un peu plus tard dans le détail des résultats, mais dans un premier temps, rappeler les résultats, enfin en tout cas le bilan de la participation. Et c'est vrai qu'on tablait sur 400 réponses à peu près. On était très surpris de voir qu'on a recueilli au total 2217 réponses. Donc merci à toute votre implication dans ce projet. Et puis dans la partie entretien de groupe, au total, sur les 13 entretiens, on a réuni 97 personnes. Donc on a entendu beaucoup de choses, c'était riche. Et ça a pu alimenter le travail de ce livre, Le vivre avec, dont on parlera un peu plus tard dans le détail. Justement, Gérard, puisque tu as fait partie du groupe de travail, tu as participé en fait à cette réflexion de trouver le titre. Parce que c'était pas simple, on se posait la question comment on va appeler cette étude, faut-il un terme très technique, faut-il un terme alarmant, et peux-tu nous dire comment la réflexion est arrivée sur ce terme de vivre avec? La réflexion au départ de cette étude, c'était de parler du fardeau de notre maladie, de ce qu'on a, de ce qu'on supporte, de ce qu'on doit subir, même un certain nombre de fois, ce qui est finalement une manière relativement négative de voir les choses. En préparant les questionnaires, puis les entretiens, on s'est rendu compte que l'ensemble des gens ne voyaient pas ça comme quelque chose de négatif, mais comme une manière de s'exprimer, de vivre avec notre maladie, vivre avec tous nos ennuis, les handicaps, les isolements, nos vies à côté, etc. Et le fardeau de la vie s'est vite transformé en vivre avec, ce qui est finalement une manière positive de voir ce qui s'est passé et de se projeter dans l'avenir. La grande majorité ont constaté des soucis, mais ont aussi montré que entre nous, finalement, comme on a des symptômes qui se rapprochent les uns des autres, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Et c'est quelque chose qui a été très important de montrer et de faire vivre avec les autres patients qui aient participé ou qui n'ont pas participé, avec la communauté des malades, avec la communauté des aidants, mais aussi pour nous, pour un certain nombre d'entre nous, avec la communauté des médicaux et des paramédicaux, ceux qui connaissent la maladie Chiari et syringomyélie, c'est plus les neurologues et les neurochirurgiens, mais il y a tous les autres qui gravitent autour de nous, spécialistes, généralistes, mais aussi autres membres paramédicaux, les kinés par exemple. Et c'est important pour eux de leur montrer qu'on a un certain nombre de problèmes, un certain nombre d'éléments, et qu'ils comprennent ce qui se passe autour de nous. On est donc parti de cette étude et on a avancé sur la décision d'en faire un livre et un petit flyer dont on vous parlera, pour que ça laisse une trace assez importante. Dernière chose qui me vient là à l'esprit, depuis plusieurs mois, enfin même 2 ans, on dit et on parle de vivre avec. Et depuis qu'on le met et qu'on en parle dans les réseaux sociaux, on s'est aperçu que c'est un terme qui a été repris par les instances médicales au sein du ministère de la Santé, mais aussi par un certain nombre d'associations. C'est donc que ce vivre avec est quelque chose d'important pour nous, pour le corps médical et pour les autres associations de malades.
Merci Gérard de ton commentaire. Bon, bah justement, on l'attend depuis longtemps quand même. Alors Frédéric, parle-nous de ce livre Vivre avec. Comme vous voyez, il a des très belles couleurs. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui engendre la mélancolie. Puis à ce propos-là, je voudrais remercier notre graphiste qui est Marie Piriou et qui nous a fait un travail. Vous verrez que c'est un livre qui est tout à fait agréable à lire. Frédéric. Alors oui, pour rentrer dans le détail de ce livre blanc, ce livre blanc Vivre avec, pardon. Donc, il y a 2 grandes parties dans ce livre blanc. Et la première grande partie, c'est celle du compte-rendu. Moi, à plusieurs reprises, notamment lors des entretiens de groupe, vous m'avez les uns et les autres déclaré que j'étais votre porte-parole. Eh bien, cette première grande partie, c'est ça, c'est faire le porte-parole de tout ce qu'on a pu recueillir, de tout ce que vous nous avez dit pendant cette année et demie d'études. Alors, ce compte-rendu, il comporte 9 chapitres qu'on a pensé importants. Le premier, c'est parler de ce que vous nous avez vous-même appelé un handicap invisible, qui a de multiples formes et qui n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. La deuxième partie, c'est celle qui va précéder le diagnostic. Comment est-ce qu'on vit l'errance médicale, qui peut être plus ou moins longue selon les personnes et aussi selon l'année où on a été diagnostiqué. On verra par la suite que les choses, bien heureusement, progressent sur cette question de l'errance médicale. Il y a une partie sur l'accès à l'information. C'est à la fois sur les difficultés d'accès à l'information qui sont propres aux maladies rares, mais aussi sur les incompréhensions qu'il peut y avoir, notamment entre les malades et leurs soignants, ou entre les malades et leurs proches. Voilà, on a fait également un chapitre sur la prise en charge, voir quels étaient les différents traitements, quelles étaient les proportions de personnes qui étaient opérées, pas opérées, qu'est-ce qu'ils avaient comme traitement médicaux prescrits, qu'est-ce qu'ils avaient comme traitement non prescrit et qu'ils souhaitaient suivre par eux-mêmes. On a également un chapitre sur l'isolement social et sur la difficulté de parler de sa maladie. On ose difficilement en parler, on a le sentiment de ne pas être compris. Donc on étudie également cet aspect-là. On a un focus particulier sur la vie intime, la vie sentimentale, la vie sexuelle, et les difficultés que ça peut être de vivre avec le chiari ou la syringomyélie au sein du couple, mais aussi les impacts dans la vie professionnelle, les impacts dans la sphère financière, quelles sont les répercussions quand on est malade, qu'est-ce qu'on a comme manque à gagner, qu'est-ce qu'on a comme charge supplémentaire. Ça nous semblait des informations assez importantes à quantifier parce qu'on en parle assez rarement. Et puis on avait également un questionnaire qui était destiné aux aidants et pas aux malades. D'ailleurs, également au niveau des entretiens de groupe, on a fait plusieurs entretiens également avec des aidants, que ce soit des parents d'enfants malades ou des conjoints de personnes malades. Et donc on a également un chapitre sur comment est-ce que les aidants vivent leur rôle et comment est-ce que parfois ça peut être difficile à vivre pour eux. Donc ça, c'est la première partie compte rendu. Mais on s'est dit que c'était pas suffisant, qu'on allait un peu aller au-delà. Et donc on a souhaité également faire une deuxième partie avec des informations pratiques qui va permettre aux malades et à leurs familles de mieux s'y retrouver, notamment sur comment sont prises en charge en France les maladies rares. Alors c'est quoi un plan national maladies rares? C'est quoi le rôle d'une filière comme Neurosphinx, d'un centre de référence comme le CEMAVEM, d'un centre de compétences comme vous pouvez en avoir auprès de chez vous? C'est quoi les différentes prestations sociales auxquelles vous avez peut-être accès? On n'a pas forcément connaissance de tout ce à quoi on pourrait avoir droit. Et puis également des informations pratiques sur l'association APZ-SSC elle-même, qu'est-ce qu'elle fait et puis comment y adhérer. Alors, sans entrer dans le détail, je vous l'ai dit, on a posé 300 questions. Donc on ne va pas donner les 300 réponses, mais on a choisi de garder quelques chiffres clés qui nous semblent particulièrement parlants. D'abord, dans la sphère médicale, alors ce qu'on a mesuré, c'est 7 symptômes en moyenne, ce qui montre bien que c'est une maladie qui est protéiforme, qui peut prendre des formes très différentes, qu'elles soient au niveau de la fatigue, au niveau des douleurs physiques, des douleurs à la tête, des difficultés de vue, des difficultés d'audition, des tremblements, des pertes d'équilibre, etc., 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 et j'en passe. Mais ça, vous le savez mieux que moi. 3 ans. 3 ans, c'est ce qu'on a mesuré en moyenne sur l'errance médicale. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un chiffre qui est en baisse.
est fortement en baisse, puisqu'on voit que les personnes qui ont été diagnostiquées depuis 2020 ont attendu moins longtemps pour avoir un diagnostic que celles qui ont été diagnostiquées entre 2015 et 2020, et encore moins longtemps que celles qui ont été diagnostiquées avant 2015. Donc, grâce, je crois, au travail des associations et du corps médical, eh bien, l'errance médicale diminue. Un chiffre de 15% qui nous a semblé important, qui est celui du renoncement aux soins. C'est le nombre de personnes qui ne suit aucun traitement prescrit par un médecin. Et ce chiffre, il est particulièrement parlant quand on sait que 90% des personnes qu'on a interrogées nous disent par ailleurs qu'elles ont plein d'autres traitements par ailleurs, des traitements qu'elles qu'ils sont pas prescrits, qu'elles s'auto-prescrivent, que ce soit dans les maladies un peu alternatives. Mais je crois qu'on en reparlera quand on parlera du colloque. Et puis le chiffre de 62%, voilà, il y a plus de 6 personnes sur 10 parmi celles qui nous ont répondu qui ne peuvent pas affronter seules cette maladie et qui ont recours dans leur vie quotidienne à des aidants, que ce soit des proches ou des personnes professionnelles ou qualifiées. Et d'ailleurs, on a mesuré également un chiffre de 11% de personnes qui sont appareillées mécaniquement, donc en fauteuil roulant. Les impacts, ils sont également sociaux. Alors, il y a ce chiffre énorme déjà de 86% de personnes qui disent renoncer à des activités sociales. Alors c'est avant tout le sport, hein. Plus de 7 personnes sur 10 disent qu'elles ont renoncé au sport, mais ça peut avoir plein d'autres impacts sur les week-ends entre amis, sur les repas. On renonce à sortir, faire un repas. On peut renoncer à des vacances. On est à 40% de personnes qui nous disent qu'elles ont déjà renoncé à des vacances du fait de leur maladie. Les troubles de l'activité sexuelle, je l'ai dit, c'est un chapitre entier dans le rapport. 73% d'entre vous avaient déclaré des troubles de l'activité sexuelle. Et là encore, c'est un chiffre qu'il faut mettre en perspective, puisqu'il n'y a que 10% qui disent en avoir déjà parlé à un professionnel de santé. Donc c'était important de mettre ces deux chiffres en perspective. 52% de rupture professionnelle. Alors ça veut dire que plus d'une personne sur 2 nous dit qu'elle a changé d'emploi du fait de sa maladie. Alors ça peut être choisi, ça peut être subi, mais en tout cas dans 75% des cas, vous nous dites que c'est un changement d'emploi qui est subi. Et puis le dernier chiffre qu'on veut mettre en avant ce soir, c'est 63%. C'est-à-dire qu'il y a plus de 6 malades sur 10 qui n'ont absolument aucune aide financière de la part de la sécurité sociale ou de leur mutuelle ou de qui que ce soit en compensation des charges qui sont induites par le cari ou la syringomyélie. Alors, pour conclure rapidement, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, on ne veut pas s'en tenir uniquement au livre blanc, parce qu'on sait bien que tout le monde ne va pas lire un livre de 80 pages, et puis que ce n'est pas le seul outil qui va permettre de remplir les objectifs qu'on s'est fixés, d'attirer l'attention. Donc on le décline sous plusieurs formes. La première, ça a eu lieu en octobre dernier aux rencontres rares 2023. Alors c'est les rencontres de la Fondation des maladies rares, où se côtoient les associations de patients, les professionnels médicaux, mais aussi l'industrie pharmaceutique. Et donc on a présenté ce travail à l'occasion de ces rencontres rares. On travaille également en lien avec le corps médical et notamment avec le centre de référence pour un travail que le professeur Parker va nous présenter, qui est le BCS Corps. Mais on le décline également sous forme de livret d'accueil, c'est-à-dire les informations essentielles à savoir quand on vient d'être diagnostiqué. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la maladie et comment mieux se préparer à comment mieux vivre avec cette maladie. On a réalisé un flyer qui synthétise en 10 points ce que vous retrouverez dans le livre blanc. Et puis il y a eu des réflexions suite à cette étude, qui sont de créer de nouveaux échanges, de nouveaux rendez-vous, donc notamment des groupes d'échange, mais aussi un colloque différent en 2024. Mais ça, on en parlera un peu plus en profondeur dans la suite de cette présentation. Merci Frédéric pour cette présentation. Je tenais à souligner qu'on a oublié de citer une personne qui a participé aussi à ce travail, en particulier sur toute la partie des groupes focus sur l'intimité, qui s'appelle Sandy Boulanger, qui nous a vraiment beaucoup accompagnés, qui est une thérapeute de la vie intime en fait, et qui nous a beaucoup accompagnés aussi à la rédaction de ce chapitre spécifiquement.
N'hésitez toujours pas à poser vos questions. Il y a par SMS, vous avez un numéro qui s'affiche en bas de votre écran et vous pouvez effectivement poser des questions. Nous avons déjà beaucoup de questions, puisque je vois 40 questions qui viennent d'être posées. Beaucoup de questions qui portent et dont on n'aura pas les réponses ce soir. Ce soir, non, on ne peut pas vous dire comment... qu'est-ce qu'il faut faire quand on a de la douleur, quelles sont les différentes prises en charge, quelle est l'évolution de la pathologie. Ce sont des très bonnes questions. Ce sont des très bonnes questions que nous traiterons et que nous avons déjà traitées dans des webinaires souvent organisés par la filière et que nous retraiterons. Nous voyons qu'il y a beaucoup de questions aussi sur les enfants. Donc on a déjà fait un webinaire pour les enfants, mais étant donné le nombre de questions, on en refera un autre. Mais nous n'avons pas de spécialiste pédiatrique autour de la table ce soir. Nous allions avoir Célia Crétol tout à l'heure, mais qui n'est pas neurochirurgienne. Et ces questions-là, nous n'allons pas pouvoir les traiter ce soir. Par contre, effectivement, bon, il y a quelqu'un qui pose la question comment avoir le livre. On va vous le montrer très rapidement. Est-ce que le livre va être transféré au médecin des centres de référence ou à quel autre organisme va-t-il être diffusé? Alors, effectivement, ce livre, on va l'expédier à tous les centres de référence et comme une nouvelle labellisation vient d'être actée par décret, il va être distribué dans beaucoup de centres en France. C'est un livre qu'on va diffuser aussi sur les plateformes maladies rares, qui sont les plateformes régionales. Bien sûr, la filière va en avoir un certain nombre. Et puis, c'est un livre que vous pourrez fournir aussi à votre demande, on va vous expliquer ça tout à l'heure, quand il y en aura besoin pour les MDPH. Mais, comme on vous l'a dit, il fait beaucoup de pages et on aura un autre outil pour cela. Des questions aussi mais qu'on posera tout à l'heure plutôt à Fabrice Parker, parce qu'elle porte plus sur la pathologie et sur des symptômes, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les questions que vous posez, les réponses que vous posez, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, mais sachez que c'est dans le livre que vous allez voir que vous êtes nombreux. Par exemple, est-ce que j'ai des problèmes de vue? Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. Est-ce que c'est normal d'être fatigué? Vous êtes très nombreux, c'est le symptôme le plus relaté. C'est pas normal d'être fatigué, mais c'est un fait. Voilà. Donc, mais ça, vous en aurez les réponses dans ce livre. C'est pour ça qu'on a fait ce livre. C'est pour que vous vous sentiez moins seul. Voilà un petit peu les questions dont on peut, pour l'instant, répondre. On va revenir concernant la fatigue. Il y a énormément de questions. Et puis, il y a une question qui est assez intéressante. Et là, c'est et qui va nous servir du coup. Et ce genre de questions nous porte une réflexion. Existe-t-il un groupement de parents au sein de l'association Apaiser? Eh bien, typiquement, voilà quelque chose que l'on peut créer, parce que ce livre suscite cette question. Nous allons revenir tout à l'heure, puisque effectivement, nous allons créer aussi des groupes d'échange. Voilà, Frédéric, pour la suite maintenant. Comment se procurer le livre? Alors là, c'est moi qui vais vous répondre. Voilà notre joli livre qu'on est tout à fait content de mettre à votre disposition. Il faut bien savoir que tout le projet a été financé par des financeurs que nous allons remercier tout à l'heure, mais que effectivement le livre a un coût d'impression. Pour tous les adhérents d'Apaiser, à jour de cotisation, un exemplaire gratuit sur simple demande à notre trésorière de l'association. Merci de pas m'écrire à moi, je ne peux pas tout gérer. Donc c'est Régine que les adhérents connaissent bien. Donc son adresse c'est camps.regine@orange.fr. Si vous l'oubliez, elle est sur notre site. Donc chaque membre adhérent à jour de cotisation peut avoir un exemplaire gratuit. Bien sûr, vous pouvez souhaiter avoir des exemplaires supplémentaires pour remettre à vos familles, à vos amis, à vos médecins, à votre kiné, à votre orthophoniste, en fait à toutes les personnes qui vous côtoyez. Et ça, vous pouvez l'acheter sur le site Apaiser. Il y a un bouton rouge tout en haut du site qui s'appelle la boutique d'Apaiser, qui est en place. Et vous pouvez cliquer dès maintenant dessus d'ailleurs et vous allez voir, vous allez être tout de suite dirigé pour acheter le livre. Le coût du livre, il est de 9 €. C'est vraiment le coût de l'impression, un peu moins même, plus les frais d'expédition. Voilà pour les adhérents d'Apaiser. Autre
Autrement, pour les non-adhérents, eh bien aussi là c'est sur commande, hein, sur la fameuse boutique d'APZ. Là le coût du livre est de 9 € plus les frais d'expédition. Voilà comment se procurer le livre. Maintenant il y a un autre outil qu'on a créé suite à ce livre qui s'est appelé les flyers. Là, je vais te demander le flyer, les 10 points, en fait. Je vais demander à Claire, qui est avec nous maintenant. Alors, Claire a fait partie du groupe de travail. Claire, est-ce que tu veux bien te présenter tout d'abord? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je m'appelle Claire et j'ai une syringomyélie et une malformation de Chiari opérée depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Peux-tu nous dire, Claire, pourquoi le groupe de travail a décidé, en plus du livre, de créer ce flyer et quelle est son importance en fait? Oui, tout à fait. En fait, le livre qui va être publié, c'est un livre qui est assez conséquent, qui fait un peu plus de 80 pages, qui contient de nombreux chiffres et on se doute bien que tout le monde ne lira pas ce livre de A à Z. Donc l'idée, c'était comment quand même utiliser ce livre pour donner de la visibilité, en faisant un petit flyer qui récapitule en 10 points principaux ce que contient le livre. Donc vous voyez le petit flyer et reprend la couverture du livre et sont illustrés à l'intérieur les 10 chiffres clés que l'on a retenus. Comme vous disait Frédéric tout à l'heure, notamment par exemple ce chiffre de 86% de personnes qui ont renoncé par exemple à une activité du fait de la maladie. 86%, c'est quand même un chiffre énorme et c'était important qu'il ressorte notamment dans ce flyer. Donc l'idée du flyer, c'est qu'on puisse s'en servir pour parler de nos maladies aux médecins quand on ne vous croit pas, quand on ne vous comprend pas. Effectivement, brandir un livre de 80 pages, c'est peut-être un peu compliqué. Un flyer, c'est quand même beaucoup plus digeste et donc c'était l'idée. Le flyer, il n'est pas uniquement à destination des médecins, il peut être aussi à destination de tout votre entourage. Utilisez le flyer pour donner de la visibilité sur ce que vous vivez. Parce que souvent, c'est compliqué pour l'entourage, pour les aidants, pour les amis, pour la famille de comprendre. Donc ça, c'est un véritable outil. Et là, je pense qu'on pourra difficilement passer à côté d'un flyer qui résume à ce point-là le livre. Donc ça nous semblait important d'avoir un petit outil très, très succinct. Pour l'obtenir, il est gratuit. Il est envoyé par un lot de 5 flyers. Et comme pour le livre, il suffit d'aller sur le site d'APZ, de cliquer sur la boutique et les flyers seront envoyés gratuitement avec juste les frais d'expédition à ajouter. Voilà. Merci Claire. Effectivement, le lot sera joint à toute nouvelle adhésion automatiquement au courrier que nous faisons à chaque fois que quelqu'un adhère à l'association. Il y a une question intéressante que l'on vient d'avoir et qui demande comment gérer, que faut-il savoir quand on vient d'être diagnostiqué. Alors c'est intéressant parce que justement il y a un autre outil dont Frédéric a parlé tout à l'heure, c'est le livret d'accueil. Donc on aura l'occasion de vous le présenter plus tard parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, qu'il y a une autre équipe chez APZ qui travaille sur ce sujet. Au-delà de ça, effectivement, dans les suites qui ont été données ou qui ont été concomitantes, il y a une étude qui est mise en place qui s'appelle le BCS-Score. Et c'est le professeur Parker qui va nous la présenter puisque c'est un travail, lui, qui est développé d'une façon très académique par le centre de référence. Merci Fabrice. Bon, j'ai noté, Mado, que tu avais réussi à dire le BCS score de façon tout à fait fluide. Donc, le BCS score, c'est un travail qui est en cours
qui est un travail qui est sous la direction de Stephen Knafo et Nozer Agakani. Et l'objectif est de développer un auto-questionnaire. Donc, vous voyez bien la concordance entre, d'une part, le vivre avec, et d'autre part, ce travail de vouloir définir un nouveau score permettant de mieux quantifier quelque part la maladie et son retentissement. Mais l'idée que l'on a eue, c'est vraiment que ce soit un auto-questionnaire que les malades puissent remplir indépendamment de toute intervention médicale. Néanmoins, il y a un travail méthodologique qui est tout à fait important avec la validation d'un certain nombre de caractéristiques dites de mesure, hein, la métrologie étant la science des mesures. Et donc, ce travail a pour objectif, en fait, d'essayer de mieux décrire également ce diagnostic anatomique qui parfois recouvre des réalités cliniques très différentes ou en tous les cas assez hétérogènes. L'idée derrière est aussi de pouvoir évaluer les difficultés des malades de façon, si possible, à peu près reproductible, notamment avant et après chirurgie, pour essayer d'objectiver de façon un petit peu différente de ce qui est fait jusqu'à présent dans la littérature. Aussi également peut-être pourra-t-on, on l'espère, pouvoir un petit peu mieux sélectionner certains sous-groupes de patients vers certains types de chirurgie. Donc il y a actuellement une tendance dans la littérature scientifique médicale actuelle qui, en fait, n'est pas une tendance, c'est une exigence de remettre un petit peu le malade au centre du jeu. Et les études qui permettent de faire participer directement le malade au travail scientifique en cours sont largement bienvenues. Alors, il existe des outils, bien entendu, comme le Chicago Chiari Outcome Scale, qui est un score qui, je dirais, est défini par des chirurgiens pour le travail d'évaluation, de suivi des données et des résultats des différentes modalités chirurgicales. Mais c'est vrai qu'il y a là des données qui sont à la fois anatomiques, radiologiques, et puis des données qui sont d'observation, sémiologiques, cliniques. Et puis il y a également le Chiari Severity Index, Greenberg et al., où là aussi il y a des données qui sont à la fois anatomiques, y a-t-il ou non syringomyélie, y a-t-il Chiari, quelles sont les différentes valeurs d'angle, différentes inclinaisons de l'odontoïde. Et donc ce sont des outils qui nécessitent vraiment d'être utilisés par les équipes médicales. Et là, l'objectif de ce bicetre Chiari Score, Chiari Syrinx Score, est que ce soit véritablement un auto-questionnaire. Donc, ce sont les malades qui sont atteints ou de Chiari ou de syringomyélie majeure, hein, les mineurs sont exclus, après avoir signé un consentement, reçu une information, qui vont pouvoir participer à cette étude, à condition de rentrer dans l'une de ces catégories de maladies bien connues, hein, Chiari, Syrinx ou Chiari avec syringomyélie. Donc l'étude se déroule en 3 phases, avec un premier petit groupe de patients et l'élaboration d'une première version de l'auto-questionnaire. Ensuite, une étude pilote sur un plus grand nombre de personnes, où on testera alors les caractéristiques propres du questionnaire. Et puis la dernière phase étant la phase de validation. J'ai oublié de dire que c'est un travail qui est soutenu financièrement par la filière Neurosphinx et puis par APZ, et qu'on bénéficie véritablement d'une concordance d'énergie tout à fait bénéfique dans la filière.
Alors, où en sommes-nous? Il y a eu tout un travail en amont d'autorisation auprès du comité de protection des personnes qui a été relativement long, mais qui est maintenant tout à fait validé. Il y a eu les différentes revues habituelles de la littérature. Le premier groupe d'experts s'est réuni et il y a eu donc le premier focus group à laquelle, je crois, Mado, tu as participé. Alors, moi, personnellement, je suis dans le groupe d'experts, puisque l'association est dans le groupe d'experts. D'ailleurs, Frédéric sera sans doute présent à la prochaine réunion. Mais dans le premier focus group qui concernait les patients opérés, ont participé un certain nombre de patients. Alors, ce sont des réunions de 2 heures qui ont lieu au Kremlin-Bicêtre, donc on a privilégié la proximité et on a contacté des patients qui sont en proximité de Paris. Il y a des patients membres et adhérents d'APZ, mais il y a aussi des patients qui sont non adhérents d'APZ. On trouvait que peut-être être adhérent était un biais, donc ça c'était bien aussi d'avoir des patients non adhérents d'APZ. Il y a un deuxième groupe, alors Gérard a participé d'ailleurs à ce premier groupe et puis d'autres personnes qui vont sans doute se reconnaître. Il y a un deuxième groupe d'experts qui réunit le 15. Et là, ce sont... non, ce n'est pas le groupe d'experts. Un deuxième groupe focus, par contre, qui est réuni le 15. Donc, ce sont des patients, et là, qui regroupe des patients non opérés. C'est le 15 au matin au Kremlin-Bicêtre. Et il y a encore des places. Donc, si vous souhaitez en faire partie, que vous n'êtes pas opéré et que vous voulez, alors c'est un groupe qui, donc le directeur de projet est le docteur Steven Nafo, et il y a aussi Anne Elbaz qui est psychologue au centre de référence. Et c'est vraiment un groupe focus pour s'exprimer sur les symptômes que vous ressentez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, nous, à l'association APZ. Il y a à peu près nos mails un petit peu partout pour me dire si vous voulez en faire partie, parce qu'il y a encore temps d'en faire partie. Voilà, donc merci de votre participation passée, présente et future à ce travail, mais c'est une étude tout à fait importante pour essayer d'avoir une évaluation standardisée, reproductible, comparative. Et encore une fois, il y a un gros travail méthodologique, et l'objectif attendu serait de pouvoir faire ressortir probablement 2 fois entre 5 et 10 critères, items, qui devraient permettre un petit peu de suivre la maladie au fil de l'eau. Merci Fabrice. N'hésitez toujours pas à poser vos questions, hein. Il reste maintenant 20 minutes pour l'émission. Et n'hésitez pas, vous pouvez les poser au numéro, le SMS qui s'affiche en bas de votre écran. Célia nous a rejoint sur le plateau. On va prendre quelques questions avant que Célia... on va quand même poser. Célia va se présenter parce que le docteur Célia Crétol, c'est quand même une fourmi au sein de Neurosphinx qui travaille jour et nuit pour que tout cela fonctionne. Célia, d'une part, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Avec plaisir, Mado, merci encore pour l'invitation. C'est vrai que vous avez spécifié au début, je ne suis pas neurochirurgien, mais j'ai le plaisir d'animer avec Sabine Sarnaki cette filière Neurosphinx. Je suis par ailleurs chirurgien pédiatre orienté sur la malformation anorectale et donc pas complètement exclu du monde des malformations, bien sûr, hein, et de leurs conséquences. Je coordonne ce centre qui s'appelle MAREP. Voilà. Et puis une question qu'on voulait vous poser aussi, qu'est-ce qui vous a intéressé dans notre travail pour que vous le souteniez? Parce qu'on a précisé dès le départ que Neurosphinx nous soutenait dans la communication de ce soir, hein, c'est une grosse organisation quand même. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans notre travail pour que vous le souteniez? Vous d'abord. Merci. Parce qu'on sait que quand Mado propose quelque chose, c'est du solide. Vous dites que je travaille jour et nuit, mais je pense que vous avez des journées de 36 heures et que rien ne vous arrête pour mettre en avant les patients et votre vie. Et ce qui nous a plu, c'est que c'est de la vraie vie, c'est de la vie réelle. C'est du retour d'expérience de terrain, comme on dit. Alors, c'est des mots de terrain, mais là, ça prend toute sa mesure. Parce que c'est vraiment le ressenti des patients. Je voulais dire en préambule, mais je vais le dire maintenant, que 1999, le livre blanc, et la volonté d'un plan maladie rare qui a émergé en 2004, c'était les patients. C'était déjà les patients. Et donc on se bat tous là. Pour les patients, il y a évidemment la recherche, évidemment la formation, et on est là pour le prouver, mais aussi, surtout, les patients et votre vécu.
Merci Célia. On va revenir sur les actions de la filière, mais on va prendre quelques questions. Alors il y a des questions, comment gérer et que faut-il savoir quand on vient d'être diagnostiqué? Donc celle-là, je l'ai dit tout à l'heure, on a un travail en cours là-dessus. Comment l'association peut-elle aider à ce qu'on soit mieux compris par votre entourage? Vous l'avez compris, on est en train de développer des outils et en particulier le flyer, parce qu'on se doute que vos proches ne vont pas lire les 80 pages, mais le flyer, déjà, d'abord, il est agréable à regarder et c'est vrai qu'on peut. Je ne pense pas qu'un proche peut être indifférent quand il voit ces chiffres-là. Donc voilà comment on peut être peut-être mieux compris de notre entourage. Montrer peut-être aussi les côtés qu'il y a en tant que patient, pourquoi il y a une association, pourquoi on se bat, pourquoi il y a un centre de référence. Il y a un centre de référence et que cette maladie existe vraiment. Et effectivement, le handicap invisible n'est pas quelque chose de simple. Effectivement, il y a aussi des questions, alors il y en a plusieurs. Comment peut-on faire le lien avec votre association dans notre région? Alors là, il y a quelqu'un du Doubs qui le demande. On a des délégués régionaux. Vous pouvez aller voir sur notre site. On a plusieurs délégués régionaux, mais n'hésitez pas à nous demander parce que des gens qui veulent s'engager, on en cherche aussi. Et on offre aux gens qui s'engagent auprès de l'association avec l'Alliance Maladies Rares des formations pour être écoutants, des formations pour faire des réunions. On offre cela aussi grâce à l'Alliance Maladies Rares. Frédéric tout à l'heure a parlé que ça devait servir aussi au pouvoir public. Alors Frédéric, est-ce qu'on a déjà eu un contact sur ce travail avec les pouvoirs publics? Qu'est-ce qu'on a déjà fait là-dessus? Oui, un contact et pas des moindres, puisque comme je le disais, ce travail il a été présenté à l'occasion des rencontres de la Fondation Maladies Rares. Et à cette occasion, on a eu l'occasion d'échanger sur ce travail avec le ministère de la Santé. Enfin, plus précisément avec la mission Maladies Rares au sein du ministère de la Santé. Et c'est vrai que c'est un travail qui les a particulièrement intéressés, donc ils ont demandé à le recevoir. Donc, bien évidemment, ils l'ont envoyé. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, on est actuellement en train de retravailler sur le prochain plan national Maladies Rares, où justement la dimension de parcours de vie et pas uniquement de parcours de soins va être davantage développé dans le prochain plan national Maladies Rares. Et donc ce travail, il arrivait finalement à point nommé puisque je ne dirais pas que ça va être la base de leur travail, mais en tout cas ça peut être une partie d'inspiration pour le groupe de travail qui au niveau de l'État travaille actuellement sur comment améliorer les parcours de vie des malades. Donc voilà, donc ils travaillent avec le vivre avec comme une des sources d'inspiration à leur disposition. On a vraiment beaucoup de questions sur la pathologie. Je pense que Fabrice faudra refaire un webinaire complètement sur les pathologies parce que là, ce soir, on ne va pas avoir le temps, dans le temps qui nous est imparti. Vous posez des questions aussi sur les aides sociales. Alors sachez que, justement, comme vous l'a expliqué Frédéric, il y a une partie du livre qui répond à ces questions, non pas il y a les aides sociales, mais aussi quels sont les organismes qui peuvent vous aider. Quelles sont les démarches à faire? Qui peut vous aider dans cette recherche ou non d'aide sociale ou financière? On a une autre question qui nous demande, alors, quand la législation du Canada, on a beaucoup de questions sur la douleur, et je vais vous parler d'un événement où là, vous allez pouvoir parler de la douleur et entendre des expériences nouvelles de comment traiter, de comment prendre en charge sa douleur, ça sera ce qu'on va voir ensuite pour notre colloque. Voilà. Donc pour tous, le colloque est ouvert à tous, c'est un colloque annuel qui se passe à Paris, et suite aussi à ce livre, on s'est dit qu'il fallait une thématique pour ce colloque. Et le colloque de cette année, c'est la douleur autrement. Ils vont intervenir dans ce colloque différentes approches autres que le médicament. Le médicament, il a été traité en long, en large et en travers dans beaucoup d'interventions. Et on va parler d'algologie interventionnelle, Fabrice, avec professeur Mertens de Lyon en particulier, et sans doute un anesthésiste aussi. C'est un sujet qui est intéressant,
Donc de plus en plus, hein, les centres antidouleurs, mais de très longue date maintenant quand même, ont cette prise en charge par neuromodulation pour les douleurs neuropathiques chroniques, en particulier la stimulation médulaire. Et c'est vrai que la syringomyélie étant une maladie de la moelle épinière, il y a toujours eu une certaine réticence à aller vers un geste chirurgical supplémentaire autour de la moelle, avec par ailleurs un certain nombre de contraintes que représentait ce type de matériaux par rapport notamment au suivi IRM des maladies. Mais il y a ça bouge, voilà, ça bouge. Et je pense que Patrick Mertens nous fera une mise au point tout à fait intéressante sur la partie neuromodulation médulaire, et peut-être abordera-t-on également l'aspect stimulation magnétique transcrânienne. Effectivement, et puis d'autres sujets, parce que c'est vrai que ça bouge beaucoup dans ce domaine-là. On parlera aussi de thérapie comportementale, en particulier des outils numériques avec la Fondation Analgesia, qui nous fera le plaisir d'intervenir. On parlera d'hypnose, de MDR, d'auriculothérapie, avec des soignants, hein, avec des infirmiers, avec une diététicienne, vraiment des gens. Ce sont des thérapeutes qui nous ont été indiqués par des patients. Hein, donc voilà. Et puis on va parler aussi du soin par l'activité, parce qu'on a vu que beaucoup, 40% des patients renonçaient à l'activité. Et il y a des patients qui, eux, se sont formés à l'activité. On va parler du soin par la danse, du soin par le King Kong. On va parler aussi d'activité physique adaptée avec un éducateur et un formateur sur l'activité physique adaptée. Et on parlera cannabis thérapeutique. Alors c'est une question qui revient là beaucoup dans les questions que l'on a, et je peux vous annoncer que ce sera la directrice du projet de l'ANSM qui sera présente là pour nous en parler. Donc vous ne pourrez pas avoir des échos qui ne seront pas valables, puisque là on aura vraiment la personne la plus apte à parler de cela, et d'ailleurs en accord, l'ANSM a donné tout à fait son accord pour qu'elle soit présente. Bien sûr, on aura des présentations, mais vous savez que le colloque, c'est avant tout une réunion de patients, et les patients, rien ne vaut l'échange qu'il y a entre les patients. À ce propos-là, vous posez beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut rencontrer d'autres patients dans notre ville et tout ça, c'est des bonnes suggestions. Le tout, c'est le temps, en fait. Le tout, c'est le temps d'organiser. On fait des réunions régionales, hein, mais quand il y a une réunion régionale, il faut que quelqu'un l'organise sur place, il faut trouver la salle. C'est pas toujours facile, mais comme je le dis toujours, si on me trouve la salle, on trouve quelqu'un pour aller, effectivement, pour réunir les personnes. On fait de la communication pour réunir les personnes. Il y a eu une réunion en Aquitaine il n'y a pas très longtemps. Sur ce point, peut-être, c'est vrai que nous, quand on a fait l'étude Vivre avec, on a organisé des visioconférences, hein, pour faire toute la partie entretien de groupe. Et à cette occasion, les gens déjà s'exprimaient pour répondre à l'étude, mais ont eu beaucoup l'occasion d'échanger ensemble. Et puis parfois, ils n'avaient pas forcément connaissance de telle ou telle autre personne qui habite finalement pas très très loin, et qui a les mêmes maladies ou en tout cas des symptômes proches. Et donc voilà, ça a été l'occasion pour eux de rester en contact et d'échanger. Et c'est vrai que c'est ce qui a aussi conduit l'association à se dire on va pérenniser ce rendez-vous des rencontres numériques. Et donc très prochainement, hein, je crois que ça va être mis en place. Donc voilà, donc il y aura ces premiers temps d'échange numériques à distance d'abord, mais évidemment c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens avec qui on peut rester en contact un peu plus physiquement si on le souhaite. Voilà, alors c'est effectivement ce qu'on appelle les rendez-vous d'apaisés, hein, les communications partent. Alors, dans un premier temps, elles sont complètement réservées aux adhérents parce qu'on ne va pas pouvoir gérer tout le monde, et on va donc être obligé de se dire que ça va être réservé aux adhérents. On ne peut pas avoir plus de 8 personnes, hein, dans un groupe d'échange comme ça en visio. Il est modéré par des bénévoles qui sont formés à l'écoute, formations qui sont données par l'Alliance Maladies Rares dont nous faisons partie, et les rendez-vous auront lieu tous les 3e jeudis de chaque mois. On va voir ensuite s'il faut augmenter la fréquence. On a 2 ou 3 questions pour savoir, comme si on travaillait tout seul dans notre pays de Gaulois, est-ce qu'il y a des colloques européens? Est-ce qu'on échange des études avec les autres pays?
Alors, réponse oui. Oui. On y est, nous aussi, hein, même mondial. Hein. Tu étais avec nous il y a quelques années à Milan pour une réunion internationale mondiale. À travers les différentes sociétés savantes européennes, l'European Association of Neurological Surgeons, il y a des échanges qui sont assez réguliers. Pareil au niveau de la douleur, je pense à Nadine Attal. Non, ça échange bien entendu. Hein. Oui, bien sûr, il y a des échanges. On était même à New York il y a quelques années aussi pour le congrès mondial. Il faut savoir, par exemple, que notre dessin animé Léo a été racheté par les Américains et il est sur le site de la ZAP aux États-Unis. Et vous voyez notre petit Léo parler anglais et ça a été fait en France. On échange beaucoup sur nos outils en fait et souvent ils reprennent les outils français. Hein. Donc oui. Alors il y a une question parce que il y a une question de quelqu'un du Québec parce qu'on est beaucoup interrogé par les francophones en fait qui dit pourquoi en Amérique du Nord il y a moins de considération pour la pathologie. C'est vrai qu'il n'y a pas d'association. Il n'y a pas d'association canadienne en fait. Il y a 2 associations américaines, il n'y a pas d'association canadienne. Je ne sais pas vous répondre pourquoi. Il y a pourtant des médecins. Bon, je pense qu'il y a quand même, oui, des groupes, parce que c'est bien connu des neurochirurgiens canadiens et ça publie également, hein, donc il n'y a pas... Ouais. Il y a une question, et ça va être la dernière, parce qu'après on va passer la parole à Célia qui va nous expliquer quelles sont toutes les choses qui sont faites pour la communication vers les patients de la filière. On a une question, on l'a plusieurs fois, comment notre médecin généraliste peut-il être informé et formé à cette pathologie? Alors à la fois Frédéric peut-être? Oui, alors... d'une part, c'est vrai qu'une des missions des outils qu'on développe, c'est de vous aider justement à donner l'information à vos médecins. On vous avait d'ailleurs posé la question dans l'étude de est-ce que votre médecin généraliste connaissait la pathologie, est-ce qu'il avait déjà eu des personnes qui en souffraient à traiter. Et on était arrivé à la conclusion que pour 55% des personnes, les médecins ne connaissaient même pas la pathologie, sans même parler de ceux qui avaient eu à la traiter. Donc les outils qu'on développe, on a parlé du flyer, c'est un outil qui va vous permettre de communiquer avec votre médecin. Par ailleurs, il y a des outils plus médicaux pour ça, notamment le PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, dont les médecins n'ont pas forcément toujours connaissance. Et dans le livret justement qu'on est en train de développer sur qu'est-ce que je dois faire quand je viens d'être diagnostiqué, on va vous donner ces informations-là. Comment communiquer avec votre médecin, comment lui donner un accès au PNDS pour que lui ait les informations réellement médicales sur cette pathologie. Donc voilà, donc il y aura tout simplement un QR code dans le petit livret qu'on va vous transmettre qui permettra à votre médecin d'avoir accès directement à toutes les infos sur la pathologie. Fabrice, aussi des formations que vous faites à l'encontre... On fait des formations, on est attentif et descriptif dans les courriers, on essaie de les avoir au téléphone. Mais en réalité, c'est vrai pour toutes les maladies rares. En fait, c'est une information permanente à travers des vecteurs qui sont très diverses. Et très souvent, le meilleur vecteur, c'est le malade. Après, les médecins, ils sont très curieux. Et puis, dès que voilà, ils se renseignent, dès qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est plutôt... Il faut être optimiste. Alors, on a une réflexion là qu'on ne parle pas des enfants. Il faut savoir que dans le livre, on a eu un groupe d'enfants. Hein. Il y a eu un groupe focus pour les enfants. Et donc, il y a un chapitre, Frédéric, sur les enfants. On a déjà fait, Sylvia va en parler, des webinaires spécifiques pour les enfants. Ce soir, on ne pouvait pas avoir sur le plateau tout le monde, mais on pourra en refaire si c'est nécessaire, effectivement. Mais il y a eu à la fois un groupe focus pour les parents d'enfants et un groupe focus des enfants. Des enfants qui pouvaient s'exprimer, c'est-à-dire que soit des enfants qui avaient plus de 15 ans et puis qui avaient été malades il y a quelques années. Et c'est un groupe qui était très actif d'ailleurs, et c'est le groupe qui a le plus proposé d'être aidant. Voilà, et d'être écoutant. Voilà. Et merci pour vos questions. On va être obligé malheureusement maintenant. Sachez que toutes les questions sont regroupées et que nous allons apporter des réponses à toutes les questions. Que beaucoup des questions qui ont été posées trouvent des réponses dans le livre ou des aides dans le livre. Et puis qu'autrement, tout ce qui est sur la douleur, je vous invite à vous inscrire au colloque qui a lieu à Paris et faire vite parce que ça commence à se remplir et la salle n'est pas si grande que ça. Moi, je voudrais remercier encore une fois la filière, en particulier Dr Célia Crétol avec qui on travaille main dans la main depuis aussi plusieurs années. Et
je pense que c'est important que vous donniez tout ce que vous faites pour l'information aux patients et que vous présentiez vos missions, en fait. Oui, alors, juste pour rappeler, parce que je l'ai dit en préambule, et on va faire vite, je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais les filières, c'était aussi les malades qui les ont demandées, parce qu'au départ, il y avait tous ces centres de référence qui existent toujours et qui sont en train d'être labellisés. Mais c'est vrai que dans ce foisonnement, et parfois des noms pas toujours très évocateurs des prises en charge, ils ont demandé, les patients, à ce qu'il soit construit des filières. Donc on ne va pas reprendre l'historique, hein, ça remonte à 2014, 2015 pour Neurosphinx, mais il y a 23 filières en France, et je dois dire, pour quand même le souligner, qu'on est quand même leader dans le monde au niveau de cette organisation inédite et que nos missions principales, c'est quand même le soin, avec l'amélioration du parcours de soins et limiter, on parle de syringomyélie, l'errance diagnostique, c'est-à-dire ce moment où vous errez de médecin en médecin sans savoir ce que vous avez, et l'impasse où vous n'avez pas forcément le diagnostic. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et les filières y contribuent, notamment aussi pour améliorer la transition vers l'adulte, et c'est un vrai sujet, et Fabrice est là pour l'authentifier, puisque ce passage vers l'adulte de l'enfant, c'est pas non plus si simple dans certaines maladies très rares, et puis améliorer le vécu au quotidien. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la filière essaye d'être vraiment présente sur tous les fronts, on va dire, y compris d'ailleurs dans la construction du PNMR4, où on apparaît, puisque vous en parliez tout à l'heure, sur les groupes de travail qui ont lieu actuellement sur le parcours de soins. Les filières n'avaient pas vocation au départ à faire de la recherche. Neurosphinx et d'autres d'ailleurs ont fait le choix de dédier de l'argent, parce que c'est vrai que ça nous semblait important aussi de dédier de l'argent pour financer ces projets de recherche, avec des appels à projets tous les ans maintenant, et puis la formation. Alors c'est pas toujours facile de faire de la formation, je dois le dire, de trouver le bon vecteur, le bon médium. On a essayé les Facebook Live, qui sont pas toujours si retenus et avec pas toujours de participation. Donc ce format de webinar, vous nous direz aussi si c'est un bon format, parce que c'est peut-être l'occasion de faire des rendez-vous aussi réguliers sur ce type de format. Et puis bien sûr des posters, des fiches, et j'en profite pour souligner le travail formidable que fait l'équipe, parce que je suis pas toute seule, loin de là. Ouais. Hein, je m'occupe plutôt des malades d'ailleurs, du coup, avec Tiffaine Piron, avec Rafik Mansouri, Ségolène Okoko, et puis Aline Cazenave et Anthony qui nous a rejoint récemment, avec des fiches pathos, et puis bien sûr notre site internet, hein, sur lequel vous pouvez déposer des questions. Je dois le dire que c'est ouvert, et on essaye aussi de répondre à toutes les questions à travers Tiffaine, hein, qui fait un boulot formidable aussi sur les réseaux. Donc site web, annuaire en ligne, flyer, fiche pathologie, et ça on a commencé avec la maladie de Hirschsprung, mais on va continuer, parce que je pense que c'est un format recto verso qui peut être intéressant. Et puis notre best-of, je dirais, le Parlons-en, qui est un petit peu du vivre avec, mais en plus simple, hein. Mais c'est des vrais témoignages patients aussi qui plaisent beaucoup, et puis des formations, alors pour le coup plus professionnelles, avec un format de webinar qu'on lance aussi là sur la transition dans les malformations rectales, parce qu'il se trouve que c'était le sujet qui était le plus pour l'instant porteur pour ce type de format, mais je pense qu'on va le faire aussi dans les syringomyélies, dans tout ce qui concerne l'hystraphisme, et puis bien sûr l'aspect urinaire, parce qu'on n'oublie pas que notre filière c'est aussi l'incontinence fécale, l'incontinence urinaire, et puis tout le travail que fait le professeur Algonemi avec le centre de référence Marvu. Voilà. Pour finir, notre site sur lequel vous pouvez naviguer, qu'on va relooker un petit peu là, à l'occasion des relabels. Je terminerai là-dessus en disant que le décret de labellisation est enfin sorti, et que donc on commence à communiquer dessus avec un tout nouveau réseau, avec des anciens et des nouveaux qu'on accueille, et toutes vos questions bienvenues, notamment quand vous êtes en errance, pour mieux vous orienter. Merci Célia. Vous voyez qu'effectivement, il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui pour informer les patients, mais informer aussi les professionnels de santé. Il y a à la fois le site Neurosphinx, il y a le site aussi CEMAVEM qui existe. Et puis là, vous posez des questions, comment retrouver les régionaux et tout ça. Fouillez sur notre site, tout y est. Mais encore, vous avez été, donc là, on a 58 questions en cours, donc on ne va pas pouvoir y répondre puisque nous sommes sur la fin de cette émission.
vous allez avoir des réponses. Hein. Alors peut-être pas ce soir, là, parce que il y a des fois où on dort. Et puis, mais les bénévoles qui me secondent aussi vont prendre en charge aussi ces questions. Sachez que nous sommes tous bénévoles et malades, et que chaque malade peut s'engager, que c'est aussi un moyen de s'aider que de s'engager. C'est un moyen d'aider. Je voulais remercier aussi, pour terminer, ce projet a été un certain coût, hein, puisque nous avons pris des professionnels pour travailler dessus. Et je voudrais donc remercier les financeurs de ce projet, et en particulier le Rotary Club d'Orléans Peggy, qui a fait vraiment une opération formidable au printemps pour nous. On a eu aussi le soutien de la RTE, Réseau de transport de l'énergie de France, qui nous soutient et qui nous soutient aussi sur le colloque. Un soutien de la société LTDF, donc LTDF c'est une société de travaux publics, et puis l'agence Galien qui est une société qui fait du conseil médical. Comme vous voyez, nous n'avons aucun soutien, ni des industriels du cannabis, ni de l'industrie pharmaceutique, ce qui nous permet de parler librement. Voilà, nous vous remercions en tout cas de votre présence ce soir. Nous espérons avoir apporté beaucoup de réponses. Vous pouvez dès à présent commander le livre ou le demander si vous êtes adhérent, et si vous voulez des exemplaires supplémentaires, n'hésitez pas à demander le livre. Merci à tous ceux qui ont été là ce soir. Effectivement, les personnes aussi qui ont cité Célia, Tiffaine, Rafik, qui ont travaillé vraiment depuis quelques jours, nous ont beaucoup aidés dans cette communication. Gérard et Claire qui sont intervenus, mais aussi nos dames qui sont derrière les questions, Hélène qui est à Marseille, Régine qui est à Perpignan et Sylvia qui est à Orléans. Je vous souhaite une bonne soirée et puis haut les cœurs, comme on dit. À bientôt.